nous aborderons le rôle des entreprises. J'ai rappelé en début le cahier des charges, c'est-à-dire ce qui s'est dégagé de nos premières séances. L'action doit viser un rationnement de l'énergie, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a un plafond et il faut réduire ce plafond, abaisser ce plafond à un rythme annuel défini pour parvenir à atteindre une réduction de 80% d'ici 2050. 80% de quoi? De l'empreinte carbone totale de la société, pas seulement de l'empreinte territoriale. Et deuxièmement, il doit y avoir obligation de résultat et la responsabilité des États doit être engagée, là où depuis 30 ans, on fait des belles déclarations et où personne n'est responsable de rien. Ce qui va permettre d'accélérer la transition bas carbone et de mieux répondre à des obligations de résultat, c'est plus une combinaison d'instruments que l'utilisation d'un instrument unique. Le sentiment que j'ai, c'est que si vous mettez un prix suffisamment élevé du CO2, l'effet rebond ne sera pas un effet qui va se reporter sur les consommations d'énergie fossile, hein, mais va se reporter sur d'autres consommations, bien évidemment. Il va falloir aussi avoir une discussion de fond avec les industriels qui, à chaque fois qu'on les interviewe, disent qu'eux sont absolument pour le prix du carbone et que, mon Dieu, ils voudraient un prix du carbone fixe parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertain pour un industriel, etc. Et qui ont fait hier un lobby à Bruxelles à propos de la discussion des quotas, à propos donc de la taxation aux frontières. Et en fait, le Parlement, sur l'insistance en clair de Business Europe, hein, pour ne pas le nommer, a finalement adopté un principe qui est une taxe aux frontières, mais avec, en l'occurrence, le maintien de quotas gratuits, ce qui est absolument ce qui va immédiatement entraîner que ce mécanisme ne pourra pas être appliqué à cause des règles de l'OMC, parce que vous ne pouvez pas avoir à la fois une taxation interne et d'autre part un mécanisme aux frontières selon les règles de l'OMC, sauf si c'est bien démontré uniquement pour l'environnement, mais à partir du moment où il y a des exemptions comme des quotas gratuits, ça ne passera pas aux règles de l'OMC. Nous ne pouvons pas rester sur un système fiscal qui continue de pénaliser le travail qui va être de plus en plus rare, alors qu'il ne pénalise pas ou pénalise beaucoup moins les ressources qui elles-mêmes sont également de plus en plus rares. Donc là, vous avez effectivement une remise à plat complète qui me paraît tout à fait utile. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la fiscalité carbone parce que franchement, ça n'est pas facile d'imposer ce sujet-là dans une campagne présidentielle déjà en soi et je pense que déjà c'est un petit signe que la chose ne va pas être complètement simple. Une carte carbone sur les ménages les plus faibles, ça permettrait d'avoir un complément de revenus et un complément de revenus qui serait une forme de récompense d'une forme de sobriété, enfin, qui serait une récompense d'une sobriété imposée. Mais du coup, à mon avis, il y a quelque chose de valorisant dans cette histoire-là qu'on devrait creuser davantage. Sans avoir une solution très facile à poser ici, je pense que c'est un sujet que l'on doit poser sur la table, c'est-à-dire quel bien immobilier on transmet, comment on peut le transmettre. Est-ce qu'il y a possibilité de faire même une ponction sur héritage une garantie sur héritage pour pouvoir financer des travaux sur des bâtiments qui ne seraient pas isolés, par exemple? Je pense que c'est un sujet. Si on utilise la taxe carbone comme outil principal, il nous faut penser ça. C'est-à-dire, il nous faut commencer par de la solidarité en réalité, plus que par de la contrainte. C'est-à-dire faire une sorte d'avance sur la solidarité. Et ça, je crois que l'État a les épaules financières pour le faire. Parce que ce qui nous intéresse comme obligation de résultat, c'est vraiment l'empreinte carbone de la société, y compris les énergies importées, l'énergie grise, dont la présidente du Haut Conseil au climat nous a rappelé lors de la première séance à quel point elles étaient maintenant fondamentales, dépassant les émissions directes. On a fait en Europe, lorsqu'on a réformer le système des quotas pour la deuxième phase qu'on appelle les benchmarks. On a calculé les coefficients forfaitaires d'émissions par catégorie de produits.
L'idée du benchmark européen pour les allocations, c'était de regarder les 10% les meilleurs. Je pense qu'il faut taxer les importations sur la règle du benchmark en prenant le benchmark élevé, bien taxé. Et si les importateurs sont capables de donner les mêmes règles de mesure que les industriels qui sont en Europe, à ce moment-là, ils paieront sur leurs émissions réelles. Point barre. Il y a quand même besoin aussi d'un système de comptage qui soit un système de comptage unifié et certifié. Et donc, on invente une forme de comptabilité carbone, exactement comme on a inventé la comptabilité des entreprises il y a de ça 2 siècles maintenant, pour faire en sorte qu'il y ait une uniformisation du comptage. On a en tête un prix unique du carbone ou plusieurs prix. Géraud Gilbert dit il faut plusieurs prix. Christian Gaulier dit il faut un seul prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se poserait au niveau européen? Le débat sur le prix unique me paraît un débat stupide entre économistes. En théorie, il vaudrait mieux un prix unique. En pratique, on sait bien que c'est impossible. Moi, je pense que la motion de compromis, c'est il faut essayer de tendre vers un prix minimum unique. Sur la justice sociale, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sandrine. C'est-à-dire que le truc où ça ne va pas, si vous voulez, c'est que de toute façon, moi j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai vendu, j'ai proposé au gouvernement de redistribuer un tiers du premier taxe carbone en 2014. On m'a dit oui, Christian, oui, on va le faire. Et puis 5 ans après, on avait les Gilets jaunes, on n'avait pas redistribué 1 euro, si vous voulez. Donc, personne ne croit à la promesse de l'État. Personne. Enfin, je veux dire, pas besoin sortons un tout petit peu de nos bureaux. Si vous voulez, dans la rue, personne ne va croire. Donc, il faut commencer par redistribuer. Moi, je suis complètement d'accord avec Sandrine. Et à mes yeux, la seule réforme alors je ne sais pas si c'est celle qu'elle préconisera si elle devient candidate, mais pour moi, la seule réforme fondamentale, ce serait de coupler la tarification du carbone avec le revenu minimum universel. Ma conviction, c'est que la fiscalité écologique, dans l'atmosphère où nous sommes en ce moment au niveau politique, ne passera que si c'est synonyme d'une justice sociale accrue. Ça, c'est absolument évident et de manière plus lisible. Comment, dans le cadre d'une taxation carbone, les territoires que chacun sont des acteurs clés d'une transition systémique, comment ils se trouvent mobilisés dans le cadre d'une action où on viserait l'obligation de résultat essentiellement par l'évolution du prix du carbone? Il y a des clés de répartition dans les dotations des finances de l'État vers les collectivités territoriales, et dans ces clés de répartition, en gros, même si c'est un peu moins vrai qu'avant, plus on bétonne et plus on a des investissements de l'économie d'hier, plus on a des subventions, des dotations, et réciproquement, la valeur du capital naturel et la valeur de l'engagement CO2. Donc je pense qu'il y a probablement des incitations intelligentes à trouver, avec peut-être des obligations de résultat aussi pour les collectivités territoriales et les plans climat territoriaux, qui sont de très très belles structures dans certains cas, mais sur lesquelles il manque effectivement une construction économique et financière et incitative. La taxation carbone, elle doit rester évidemment au niveau macroéconomique européen ou français, enfin, ou étatique, mais que tout ce qui est aide, en revanche, doivent être, à mon avis, modulé sur le plan régional, parce que les régions sont effectivement pas tout à fait égales dans la consommation du carbone. Alors les régions, je ne parle pas des grandes régions, mais à la limite au niveau local, suivant la structure de population des gens, l'âge des gens, la répartition des gens dans le territoire, etc., etc. En revanche, les populations sont de plus en plus sensibles aux effets du changement climatique, et qu'une part qui serait versée sur l'adaptation donnerait, rendrait la population plus sensible au fait que cet impôt leur sert à quelque chose directement dans leur territoire. Et donc, on a un énorme sujet autour des ressources des régions,
Parce que si on leur met des contraintes carbone à l'échelle du territoire, alors il faut aussi leur donner les ressources leur permettant de mettre en place des politiques. Et ça, c'est un gros sujet aujourd'hui. Dernier point donc sur le fait de la société, et c'est peut-être même le premier, puisque c'est la finalité d'une entreprise, c'est de répondre à un besoin, à un marché. Donc évidemment, ce qui va faire évoluer son marché va l'intéresser en premier point, que ce soit les comportements de consommation, mais également les évolutions technologiques, l'acceptabilité de ces solutions. Et là-dedans, on peut également mettre, je dirais, les investisseurs. Et c'est aujourd'hui peut-être un des sujets qui fait beaucoup bouger, je pense, depuis on va dire globalement l'accord de Paris. C'est un des secteurs qui n'avait pas le changement climatique dans son radar, je pense qu'on peut le dire, et qui, pour le coup, a énormément progressé sur les dernières années. On voit aujourd'hui au niveau européen avec la taxonomie pour une finance durable, avec la TCFD au niveau international, chez des choses extrêmement structurantes, de même que les travaux sur les reporting, qui font que ça bouge. Donc ça, c'est vraiment un point clé aujourd'hui. Et l'élément en commun qui va articuler ces quatre composantes, c'est l'accord de Paris. Aujourd'hui, les stratégies climat se définissent par l'accord de Paris. Et ce qui pose un premier problème, puisque l'accord de Paris, il n'est pas fait pour les entreprises, il est fait pour les États. Et donc, un des enjeux pour les entreprises, c'est d'arriver à décliner cet accord de Paris, à le traduire pour un secteur, pour leur activité, qu'elle soit nationale, internationale. Je voulais illustrer ça par deux visuels que vous devez sans doute connaître. Donc, le premier, qui sont les 17 ODD, donc ce cadre de référence du développement durable pour les entreprises, où le climat en est un parmi ces 17. Et à droite, vous trouvez une cartographie des risques mondiaux qui était dans l'édition 2020 du rapport du Forum économique mondial. On voit bien qu'au centre, vous avez ce Climate Action Failure, mais qui est connecté à énormément de risques. Et aujourd'hui, je pense que c'est un élément très important à avoir en tête, c'est le fonctionnement réseau. Quand on pense changement climatique, et que c'est un élément essentiel, mais c'est pas le seul. Donc, le penser tout seul, c'est pas une bonne idée, et ne jamais y penser, c'est pas une bonne idée. Alors, on va faire en deux parties. La première, je vais essayer de passer vite. Ça va être des exemples sur en quoi émettre du carbone, ça représente un risque réel pour l'entreprise en elle-même. Et ensuite, on va voir du rôle de la décarbonation dans l'adaptation. Et je vais essayer d'être extrêmement opérationnel sur comment on mène une bonne comptabilité carbone et comment on réduit ses émissions avec des objectifs en lien avec le GIEC. L'entreprise peut également être vertueuse et mettre en place un plan de transition et de résilience et donc atténuer son impact sur le climat en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Et cette adaptation permet aussi de réduire son exposition aux énergies fossiles et à la variation que peuvent avoir la taxe carbone et les cours du pétrole et du gaz et du charbon notamment, ainsi que leur disponibilité. Une fois qu'on a fait cette mesure sur tous ces postes d'émissions, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et tout à fait réalisable. On peut mener une démarche d'engagement volontaire qui s'appelle la démarche Science-Based Target, qui a pu être introduite à l'intervention précédente. Cette démarche, c'est un engagement volontaire de l'entreprise pour suivre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chose importante, c'est cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est quantifié en absolu. Vous avez 4 types d'objectifs. De ce fait, cette initiative, elle a une vraie puissance puisqu'elle prend en compte tout le périmètre des émissions de l'entreprise. Elle a une période d'engagement de 5 ans. Et donc, elle permet d'initier une audit et une justification de ces réductions sont bien tenues. C'est quelque chose qui est engageant et qui permet en fait de prendre un aspect de leadership sur une partie de la concurrence quand vous vous mettez dans ces ambitions-là. Pas de prise en compte de la compensation carbone et des émissions évitées, c'est un long débat. L'intégralité du scope 3 doit être pris en compte s'il est supérieur à 40% de la somme des émissions. Il est possible de mesurer complètement l'empreinte carbone d'une entreprise de façon à limiter ses risques de responsabilité, c'est-à-dire sa contribution au changement climatique et les risques qu'elle a du fait de son exposition aux énergies fossiles. Plus vous émettez de CO2, plus vous êtes dépendant des énergies fossiles. En fait, la première fonction de la comptabilité, c'est représenter les choses. Et donc, il va y avoir un débat très profond en comptabilité sur comment représentons les choses.
Par exemple, sur la question de l'environnement et du climat, est-ce qu'on va aller d'une vision où la nature est appréhendée uniquement comme des choses productives, où dès qu'il y a un problème avec la nature, c'est juste des défaillances de marché avec des internalisations d'externalités, c'est-à-dire véritablement des corrections en fait, de marché, et où finalement en fait, l'environnement est juste un élément, enfin c'est on va dire une variable dans une équation qui ne joue aucun rôle autre. Ou est-ce qu'on représente l'environnement dans une vision avec une certaine valeur intrinsèque, avec un questionnement sur le fait d'avoir une redevabilité de l'environnement. Et donc ça, ce sont des questions qui sont éminemment des questions de représentation comptable, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser. La deuxième fonction historique de la comptabilité, c'est d'être comptable de ses actes. D'ailleurs, dans toutes les langues indo-européennes, comptabilité en fait est rapprochée du mot responsabilité. C'est-à-dire garder des traces pour savoir ce que l'on a fait, et donc avoir des traces opposables à ce que l'on a fait, et savoir structurer les régimes de redevabilité, qui doit quoi à qui. Et donc là encore, dans les questions climatiques, c'est par la comptabilité que se pose la question de est-ce qu'on doit quelque chose au climat, ou est-ce que le climat en fait nous sert juste comme un support d'exploitation pure qui génère de la productivité, et éventuellement derrière, peut-être qu'en faisant une gestion des risques et des opportunités, on arrivera à avoir une préservation climatique qui ira où elle ira. C'est que l'enjeu est d'établir donc que le climat représente une dette vis-à-vis de l'entreprise, que l'évaluation doit se faire au coût nécessaire pour préserver et conserver le climat et non pas sur la base d'un prix, et que ces éléments-là doivent être intégrés en fait sur tout le modèle d'affaires de l'entreprise. Alors, juste le tout dernier point, on pourrait dire que c'est un peu illusoire de raisonner comme ça. Il se trouve que ça a été fait sur les sols, parce que la comptabilité, c'est du droit aussi. Et indépendamment en fait d'une évolution du droit, il est obligatoire actuellement dans toutes les normes internationales et normes nationales de passer des coûts nécessaires à la remédiation des sols. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étendre ça en fait aux questions de climat? Et il n'y a pas de prix sur la remédiation des sols, c'est vraiment des coûts de remédiation des sols. Donc l'idée, c'est d'étendre ça, notamment sur le climat et en fait sur tous les enjeux écosystémiques. Mais voilà, peut-être que c'est peut-être le point de départ d'une réaction, d'une interprétation de cette analyse, de ce sondage par Géraud. Et je pense que la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui est jouable sur ces sujets de tarification, de quotas, etc., etc. Qu'est-ce qui est jouable dans les prochaines années pour essayer de faire avancer les choses. Et je pense de ce point de vue-là qu'il y a vraiment deux choses importantes à dire. La première chose importante, c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est jouable aujourd'hui au niveau européen, ça a été dit par plusieurs, et qui passe d'abord par la tarification carbone aux frontières, ou l'ajustement carbone aux frontières. Parce que si ça s'est mis en place, ensuite, de manière tout à fait articulée avec ça, on peut en effet travailler sur le marché des droits à polluer dans d'assez bonnes conditions et le renforcer assez considérablement, et ça fait une avancée assez forte. Le deuxième élément de marge de manœuvre importante, c'est évidemment les prochaines élections, prochaines échéances électorales, où on voit bien que la seule façon d'arriver à avancer sur ces sujets, c'est d'intégrer la question de la fiscalité écologique, la taxe carbone, dans une réforme fiscale globale, et qui en particulier aboutisse à que disons, la deuxième moitié de la population, celle qui est la plus défavorisée, soit au total gagnante de cette réforme fiscale. Ce qui ne pourra pas se faire simplement par un jeu de taxes carbone et de compensation. Ça, je crois qu'on le sait, on l'a expérimenté, on en a discuté longuement, il y a eu plusieurs essais là-dessus, etc. Et on voit bien que ça ne passe pas. Il ne passe pas cette idée qu'il faille simplement mettre une taxe carbone et mettre une compensation derrière, même si elle est très très bien faite. Par contre, si on réfléchit à une réforme fiscale d'ensemble, à ce moment-là, on peut réfléchir à un dispositif où, y compris en incluant une taxe carbone, mais où les 50% des personnes les plus défavorisées de notre société soient finalement gagnants du dispositif. Je vais conclure sur la question de l'acceptabilité politique, c'est que, en effet, c'est un sujet. Enfin, je crois que là-dessus, tout le monde en est conscient et consciente, et même quand on porte une réforme, une ambition vraiment radicale en matière d'environnement, eh bien, dès qu'on parle de taxation, mais moi je vois même dans
dans les regards des journalistes que tout de suite ils regardent ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut en fait distinguer la question de la campagne électorale ou avoir un projet à un niveau au-dessus de la taxation, c'est-à-dire voilà, s'engager sur le fait qu'on réduise les émissions de carbone, etc. Et après, développer des outils qui soient des outils citoyens. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement, c'est-à-dire mettre en place des conférences, des débats citoyens sur comment compter, comment taxer ou comment contingenter, mais que ça ne soit pas une décision du haut vers le bas, parce que je ne pense pas que ça puisse être acceptable comme ça, mais ceci dit, si ça émane des citoyens et citoyennes, j'ose espérer quand même qu'il va y avoir une prise de conscience, et en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'elle arrive. Voilà. Il y a une bonne convergence pour dire c'est au niveau de l'Europe qu'il faut arriver à agir. Et enfin, j'ai noté que le rapport entre taxation et obligation de résultat restait quand même, quand je regarde les réponses à nos premières questions, un énorme point d'interrogation. Donc, je ne vais pas plus loin pour cette séance. Nous n'en sommes qu'à la moitié, à la 5e séance. Nous aborderons de front la question des engagements publics, des investissements publics à la 6e, avant d'aborder à la 7e les quotas. J'ai noté en particulier qu'une petite faiblesse dans nos échanges, c'est que, ou en tout cas un petit désaccord, c'est que pour vivre ça au quotidien, j'observe que le rôle des territoires pour organiser une transition systémique est majeur et que dans ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est juste en termes de redistribution financière différenciée au niveau des régions. Mais je pense que tout ça sera approfondi au cours des séances prochaines.